Donc, ce webinaire, il est justement là pour vous apporter des pistes concrètes, donc notamment, premièrement, pour les entreprises qui ont déjà adhéré au Nutri-Score. Quels sont les changements concernant la notation de vos produits? Est-ce que vous allez, par exemple, être rétrogradé dans la catégorie inférieure? Et par ailleurs, les entreprises qui se questionnent sur une éventuelle adhésion, où se situe votre intérêt à poser, ce logo sur l'emballage et quelles sont les démarches, pour s'inscrire? Alors on va fonctionner sur le plan suivant. Tout d'abord une remise, on va remettre un petit peu en contexte, l'esprit, du projet pour mieux le comprendre et pour vous aider aussi, à mieux communiquer sur le sujet, par la suite. Nous verrons ensuite, les impacts du Nutri-Score sur les parts de marché, donc un aspect, beaucoup plus, sur le commercial. Quelles sont les données actuellement dont nous disposons, sur cette, partie-là? Nous continuerons ensuite plus concrètement sur la présentation de l'évolution de l'algorithme pour comprendre comment fonctionne le calcul et justement quelles sont les différences et les évolutions. Et on terminera par, la réglementation et les démarches, pour adhérer. Alors, on va commencer par cette remise en contexte avec une définition, générale. Donc il s'agit de retracer, rapidement le contexte, de mise en œuvre du projet pour bien comprendre la philosophie. Alors c'est important de faire ça parce qu'il y a eu quelques malentendus sur le sujet, et bien comprendre, ça permet aussi ensuite que vous puissiez bien communiquer, pour dissiper, les points de confusion, sur ce sujet-là. Alors, donc tout d'abord, le Nutri-Score, c'est un système d'étiquetage, nutritionnel. Alors c'est important, hein, d'insister sur le mot nutritionnel parce que ce n'est pas un système de discrimination entre des bons aliments ou des mauvais aliments. C'est une simple traduction, en fait, en version simplifiée de la déclaration nutritionnelle obligatoire que, vous avez sur vos produits. Donc c'est cette déclaration qui est issue du règlement INCO. Alors pour rappel, le règlement INCO, c'est le règlement information consommateur. Donc c'est un affichage, obligatoire, destiné à informer le consommateur sur la liste des ingrédients, ou la composante, nutritionnelle du produit. Donc certains produits sont exemptés de déclaration, INCO. Alors pour le Nutri-Score, il en faut absolument une, quand même sur votre produit. Même si, par exemple, pour un produit, local, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une. Si vous souhaitez adhérer au Nutri-Score, il faut tout de même afficher, cette déclaration nutritionnelle pour pouvoir calculer ensuite, votre Nutri-Score. Alors le Nutri-Score, il a été proposé en 2013, donc ça fait déjà un petit moment qu'il est en réflexion, mis en place ensuite en 2017 pour une première version et aujourd'hui en 2024, il a été, réactualisé. Donc, c'est un dispositif qui est voué à être réactualisé encore, hein. Il faut s'attendre à d'autres évolutions, car il est évalué à peu près tous les 3 ans. Donc là, on entre dans cette, nouvelle, actualisation. Alors pourquoi il est réactualisé? Il est mis à jour pour, mieux répondre aux recommandations, nationales en matière d'alimentation. Ces recommandations, qui sont mises en œuvre dans le PNNS, donc c'est le Programme national nutrition santé. C'est un programme qui émet des recommandations à la population, sur ce que les gens, doivent, consommer, donc par exemple augmenter les fruits et les légumes, diminuer, la charcuterie et le Nutri-Score fait partie, de ce plan national pour promouvoir, des choix alimentaires plus favorables à la santé. Heu, donc le Nutri-Score, il suit cette actualisation de la recherche. Par ailleurs, c'est un logo qui n'est pas obligatoire, hein, pour l'instant, mais en tout cas, voilà, il n'est pas obligatoire du tout et il est gratuit. Heu, il il a été aussi élargi à un cadre, européen puisque aujourd'hui nous avons 7 pays, adhérents qui recommandent son utilisation. Et actuellement, le Parlement européen travaille, à rendre obligatoire cet étiquetage, mais pour l'instant, voilà, c'est en pourparlers. Il y a de nombreux blocages, notamment en Italie. Donc est-ce qu'il va y avoir une uniformisation, dans les prochains temps? Pour l'instant, c'est encore en suspens. Alors voici le principe de calcul, de base. On rentrera dans les détails, un petit peu plus tard. Donc on calcule pour 100 grammes de produit. On va mettre en valeur, certains nutriments, donc les nutriments favorables, dits favorables, donc comme les fibres, les protéines, la part de fruits et légumes, dans votre produit, ainsi que les légumineuses.
Donc plus vous avez par exemple de fibres et de légumes, de protéines dans votre produit, plus votre Nutri-Score sera meilleur. Et de l'autre côté, d'autres nutriments seront considérés comme défavorables à la santé s'ils sont présents en trop grande quantité, puisque il n'existe pas de bons ou de mauvais nutriments, hein. C'est s'ils sont présents en trop grande quantité qu'ils deviennent défavorables à la santé. Donc il s'agit de l'énergie, des sucres, des acides gras, du sel et la nouveauté en 2024, c'est la prise en compte des édulcorants pour les boissons. Donc ces nutriments-là sont reconnus comme facteurs de risque de certaines maladies. Et donc chaque nutriment fait l'objet d'un certain nombre de points. On effectue ensuite un total on va obtenir un score final et en fonction de ce score, cela correspond à une échelle en regard de différentes catégories d'aliments, ce qui vous permettra ensuite d'avoir la couleur du produit. Donc là, la nouveauté, c'est que le seuil de ces points pour avoir telle note change. Alors, il faut bien être clair sur le principe du Nutri-Score. On l'a vu tout à l'heure dans le petit sondage. Il ne s'agit pas de dire qu'un aliment est bon ou mauvais dans l'absolu. C'est une échelle qui est relative. Il s'agit de comparer des aliments que l'on peut substituer entre eux. Donc là, par exemple, sur cette diapo, on a des produits pour le petit déjeuner. Donc on va pouvoir, avec le Nutri-Score, comparer différents produits destinés à cet usage du petit déjeuner, comme on peut manger au petit déjeuner du pain, des céréales, du muesli, ou même un pain au chocolat du commerce. On va pouvoir ensuite comparer des produits de même catégorie. Donc, par exemple, dans cette deuxième ligne, des céréales de nature différente. Et enfin, on peut aussi comparer la note d'aliments de même nature. Donc, dans cette dernière ligne, des mueslis qu'on va pouvoir comparer entre eux du point de vue de leur qualité nutritionnelle. Donc, c'est ce principe-là qui n'a pas été forcément bien compris, qui a conduit beaucoup de critiques vis-à-vis du Nutri-Score. On s'est beaucoup étonné, par exemple, que le Coca ait un Nutri-Score B comparé à de l'huile d'olive notée D, ce qui sous-entendrait en fait que le Coca serait meilleur pour la santé que l'huile d'olive. Or, ce n'est pas du tout le postulat de départ du Nutri-Score, hein, parce que ça supposerait qu'il y ait des aliments meilleurs que les autres. Alors que le Nutri-Score veut bien mettre en valeur que c'est un indicateur qui est relatif et pas absolu pour choisir les produits. Donc pardon. Hop. Donc c'est un projet qui a été mal perçu hein, par les industriels, qui a donné lieu à beaucoup de critiques, notamment qu'il stigmatiserait certains produits, surtout des produits de la gastronomie française qui sont gras et sucrés, hein, et que cela du coup ferait perdre des parts de marché. Donc par exemple Nestlé, ça a été une entreprise qui a été un fervent opposant au projet, mais qui aujourd'hui est adhérent au Nutri-Score alors qu'il n'est pas obligatoire. Donc c'est que cette entreprise a su malgré tout tirer son épingle du jeu. Donc on peut se poser la question de ce qui a poussé finalement Nestlé à adhérer au Nutri-Score. Donc on doit analyser en fait ces intérêts-là. Donc beaucoup d'industriels ont adhéré au Nutri-Score, ont reformulé leurs recettes pour améliorer les paramètres nutritionnels des produits. Donc là, il y a eu un vrai élan de changement sur les produits, en tout cas sur cette performance du produit d'un point de vue nutritionnel. Donc on peut se demander dans quelle mesure les entreprises ont un rôle à jouer dans cette défense des intérêts communs, dans la mise en œuvre de politiques de santé publique. Les entreprises ont opéré de nombreux changements déjà par le passé pour
comment dire, participer à faire avancer les intérêts communs, donc du point de vue par exemple de la conservation des produits, de la praticité, du gain de temps. Donc les entreprises nous ont offert tout ça. Mais là, l'idée, c'est de se demander dans quelle mesure vous pouvez participer à la santé publique, en fait. Donc c'est une question qui mérite au moins la réflexion. Et pour alimenter encore cette problématique-là, et pour montrer que le Nutri-Score, ce n'est pas forcément un problème pour les entreprises, je vous propose de réfléchir sur les différentes facettes d'un aliment. Voici 2 aliments qu'on peut mettre en concurrence. Donc, par exemple, des fleurettes de brocoli surgelées qui vont être notées A au Nutri-Score, et une pizza qui va être notée D. Donc, si on oppose ces 2 aliments, d'un point de vue nutritionnel, purement nutritionnel, j'ai tout intérêt à choisir les brocolis. Mais manger, ce n'est pas que se nourrir, hein. On ne choisit pas un aliment seulement en fonction de son Nutri-Score, mais on va aussi le choisir en fonction d'autres aspects, comme le plaisir. Alors moi, personnellement, une pizza me fait beaucoup plus plaisir que des brocolis vapeur. De plus, quand je vais chez des amis, je vais pas forcément apporter des brocolis surgelés, mais plutôt offrir un repas que je vais pouvoir partager. Si on compare aussi les brocolis et la pizza d'un point de vue de la conservation, du côté pratique, la pizza gagne un peu le match aussi. D'un point de vue symbolique également, puisque voilà, les brocolis évoquent tout un champ symbolique qui n'est pas le même que celui de la pizza. Donc sur tous ces autres aspects-là, finalement, ce serait la pizza qui remporterait la comparaison. Donc un- si j'achète un aliment en fonction de ces critères, je vais mettre de côté le Nutri-Score finalement. Donc un Nutri-Score E ne va pas forcément euh, euh, donner un rejet du consommateur, puisque son comportement, il va être déterminé en fonction de multiples facteurs. L'aspect nutritionnel euh, dirige en fait seulement une partie de son acte d'achat. Donc, alors que l'agroalimentaire aujourd'hui est performant sur ces critères-là, donc du plaisir, du côté pratique, le social, voilà, tout ce champ-là marketing. Donc, alors que l'agroalimentaire est performant sur ces critères-là, on peut se demander dans quelle mesure on peut l'être aussi sur l'aspect nutritionnel. Donc, ça peut paraître un peu superflu d'insister comme ça sur tout cela, mais c'est important pour bien comprendre ce que représente le Nutri-Score, que le logo n'engage pas en fait le produit dans son intégralité. Et c'est important de bien mesurer cela pour travailler ensuite votre communication sur le sujet. Alors, s'il n'y a pas de questions pour le moment, on peut passer à la partie Oui. suivante. On passe à la partie suivante. Pour l'instant, il n'y a pas d'interrogation dans le chat. D'accord, très bien. Alors, on va se demander dans quelle mesure le Nutri-Score influence les ventes. Alors, on peut le principal argument qui a poussé les industriels à agir, c'est que le Nutri-Score, c'est un outil qui est connu des consommateurs. Il a gagné une certaine notoriété puisque aujourd'hui, 99,6% des Français le connaissent suivant les chiffres de Santé publique France. Donc, c'est devenu même un critère d'achat pour de nombreux consommateurs. Il est très connu et d'ailleurs, quand l'arrêté sera publié euh, et qu'il entrera en vigueur réellement en France, il y aura des campagnes de communication avec des spots télévisuels. Il y aura une application mobile également. Donc, il va être au cœur au cœur du public aujourd'hui. Euh, Également, ce que nous présente cette diapo, ce sont des chiffres aussi, puisque donc nous avons une étude qui mesure les comportements d'achat des consommateurs en fonction du Nutri-Score.
Donc on est autour de 70% de personnes qui choisissent un produit avec un meilleur Nutri-Score ou bien qui changent de marque pour avoir un meilleur Nutri-Score comparé à d'autres personnes qui ne seraient que 30% à opérer ce changement d'acte d'achat. Donc, ce qui montre bien que il est devenu un critère d'achat qui a un impact sur les comportements. Alors, on peut aussi l'illustrer avec cet exemple. Euh, donc, je suis par exemple dans le rayon des pizzas au supermarché. Voilà ce que j'ai à ma disposition comme panel de choix. Donc, sur cette sélection, euh, je vous invite à choisir une des pizzas selon vos propres critères. Si vous étiez un consommateur lambda, comment vous feriez, vous, pour choisir votre pizza? Donc, on a une pizza cuite sur pierre, la pizza crust avec les bords gratinés, et d'autres pizzas qui mettent en valeur leur côté traditionnel ou bien leur rapprochement avec le terroir italien. Donc comment vous feriez, vous, pour choisir laquelle vous choisiriez? Je vous pose la question très directement. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Je veux bien me débrouiller. Bon, déjà, on regarderait l'étiquette nutritionnelle qu'il y a derrière, pour commencer. Mais sinon, celle qui... Peut-être la Sodebo, là, de prime abord, parce que elle paraît plus qualitative, on va dire, que les autres. Typiquement, celle qui est sur la deuxième ligne au milieu, elle donne pas très envie. Mais après, on n'a pas de Nutri-Score, là, effectivement. Voilà. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alors, on a dans les commentaires quelqu'un qui dit « Je regarde le Nutri-Score avant de faire mon choix ». Ah ben justement, tous les produits n'ont pas le Nutri-Score. Donc, comme ce n'est pas obligatoire, comment vous choisiriez votre pizza si vous n'avez pas cette information-là pour le consommateur? Alors, il y a autre chose? On a aussi la liste d'ingrédients qui peut être un choix décisif. Alors, tout à fait. Alors, voici le résultat d'un point de vue de score. Donc, si l'on se fie au Nutri-Score, ce serait la première qui serait la mieux notée. Alors, en effet, celle qui était un peu moins plébiscitée a un Nutri-Score E. Et bien joué, puisque la Sodebo, elle n'est pas si mal notée, elle a un Nutri-Score C. Mais là, le Nutri-Score, ça saute tout de suite aux yeux. En fait, on peut tout de suite faire son choix de manière très très rapide. Quand on est dans un supermarché, ça peut bien sûr aider. Mais donc, notre acte d'achat, après, dépend d'autres critères. Il n'y a pas forcément que le choix nutritionnel, comme on vient de le voir, puisque voilà, l'aspect marketing, l'emballage, comme vous l'avez dit, peut aussi jouer dans votre choix, dans votre acte d'achat. Alors, donc, on vient de le voir, hein, c'est quand même un critère qui permet de rapidement, d'un simple coup d'œil, sans avoir besoin de lire une étiquette qui est parfois compliquée pour beaucoup de consommateurs. Ça permet donc de faire son choix. Moi, je pense notamment aux adolescents qui n'ont pas forcément voilà, tout de suite un bagage culturel pour lire ces étiquettes qui sont compliquées. Là, ça permettrait d'être, d'avoir une information tout de suite disponible. C'est aussi un indicateur qui est beaucoup plus fiable que certaines applications comme Yuka, pour ne pas le citer, beaucoup plus transparent puisque l'algorithme est absolument consultable par tous et on va le voir là maintenant qui est compréhensible. Par ailleurs, c'est un outil qui est plébiscité parce qu'il se développe beaucoup dans la restauration aujourd'hui, notamment dans la restauration rapide. Alors, en préparant ce webinaire, la dernière fois, par hasard, j'ai dû aller à McDo et on pouvait choisir son menu sur les écrans en fonction du Nutri-Score. Donc, même McDonald's a pris en compte ce critère pour faire son choix de menu. Et
Et enfin, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous n'affichez pas votre Nutri-Score sur l'emballage, il y a des moyens de le connaître malgré tout. Les associations de consommateurs, par exemple, s'en saisissent, comme Open Food Facts ou UFC Que Choisir, et qui vont le calculer à votre place. Donc vous pouvez, on peut aller sur Open Food Facts, taper le nom de votre produit et avoir un certain nombre d'indicateurs, et notamment cet indicateur nutritionnel. Alors à ce propos, justement, en faisant mes petites comparaisons avec le nouvel algorithme, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des erreurs dans Open Food Facts. Donc je vous invite à bien vérifier si vos produits ont bien les bonnes informations, parce que comme le Nutri-Score est calculé sur les informations qui sont rentrées sur ce site web, ça peut donner lieu à certaines erreurs et à un affichage du coup qui serait faux. Donc voilà, je vous invite à vérifier ces informations-là. Voilà, en tout cas, le consommateur qui est en demande de transparence, lui, il aura à disposition tous les outils pour atteindre son objectif d'information. Il faut en tout cas avoir en considération cela. Alors aujourd'hui, le Nutri-Score, c'est 60% du marché qui est étiqueté, 1300 marques engagées en 2024, donc ce qui représente un certain poids hein, dans l'industrie agroalimentaire. Et à tel point que même les distributeurs le mettent en avant. Par exemple, vous avez simplement en tapant, ici j'avais tapé Nutri-Score de chez Picard et ça s'affiche tout de suite en résultat sur le moteur de recherche. Vous avez même des filtres avec le Nutri-Score sur les sites de e-commerce. Donc vous pouvez filtrer les produits en fonction de leur Nutri-Score. Si vous voulez acheter seulement des produits Nutri-Score B, le site discrimine tous les autres produits. Et les sites de e-commerce affichent aussi directement la vignette du Nutri-Score sur le produit, alors que la marque n'est pas forcément adhérente. C'est le cas par exemple ici sur ces chips. Sur ces chips-là, les marques avaient affiché leur Nutri-Score. Mais celle-ci n'avait pas de Nutri-Score et le site internet, donc c'était Carrefour, affichait le Nutri-Score du produit quand même avec la base de calcul de la déclaration nutritionnelle. Donc voilà, même si votre produit n'est pas adhérent, le distributeur a le droit de communiquer sur votre Nutri-Score. Alors, on pourrait dire aussi qu'il y aura un intérêt à adhérer seulement si les produits sont bien notés. Alors ici, on a des chiffres qui présentent la répartition des produits vendus en distribution en fonction de leur Nutri-Score. Donc, on voit qu'on a en fait presque 50% des produits qui sont notés A et B et environ 30% des produits qui sont notés C et D. Donc finalement, on a une répartition sur tout l'éventail des possibilités des notes. Alors pourquoi on aboutit à cela? Parce que quand on inscrit un produit au Nutri-Score, en fait, on inscrit toute la marque. On ne peut pas inscrire seulement un seul produit et, a fortiori, celui qui serait le mieux noté. Donc, ça élargit du coup l'éventail de notes. Alors, on a d'autres chiffres encore sur l'impact du Nutri-Score sur les ventes. Ici, on a l'évolution des parts de marché des marques qui sont engagées. Donc, en termes de volume de vente, on a du coup une évolution par année. Donc, de 2018 à 2023, c'est ce que représentent les couleurs ici, ce sont les années. Donc on se place en termes de volume de vente et en 2018, donc à N+1 du lancement du Nutri-Score, on était à 22% de part de marché, tout secteur confondu. Et en 2023, là cette fois-ci, on a une augmentation qui est assez conséquente puisqu'on passe à 62% de part de marché. Donc les produits qui ont un Nutri-Score n'ont eu de cesse d'augmenter leur volume de vente
Voilà. Alors, je vous invite par ailleurs à consulter cette étude-là, qui mesure l'évolution des parts de marché, car il y a vraiment un détail par secteur et par type de produit. Donc, ça permet de voir pour votre secteur personnel comment le Nutri-Score impacte précisément les volumes des ventes sur votre secteur. Enfin, on a aussi des chiffres euh, en fonction de chacune des notes du Nutri-Score. Donc, ce sont les évolutions des ventes de produits en fonction de chacune des couleurs de notes. Et on voit que ce n'est pas une note plutôt négative comme la note D n'implique pas forcément une perte en termes de volume de vente, puisqu'on est à 0,2% de plus. Euh, même si votre score n'est pas le meilleur, finalement, il y a toujours une évolution positive des ventes. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant sur ce sujet-là? Ou est-ce qu'on peut continuer? Pour l'instant, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On les reprendra après chaque partie. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. On peut continuer. Très bien. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, précisément on va mettre les mains dans le moteur. Je vais vous présenter un petit peu l'algorithme et on va essayer de comprendre les méthodes de calcul. Alors, il ne s'agit pas ici de vous présenter tous les détails, on n'aurait pas du tout le temps pour ce webinaire. Donc pour rappel, on va attribuer donc un certain nombre de points pour les nutriments favorables et défavorables. Ça va nous donner un score et il y aura on va soustraire les points favorables des points défavorables. Donc ces points sont attribués en fonction d'échelles avec des intervalles. Donc pour un intervalle de temps de sel, on va avoir tant de points par exemple. Et ce sont des intervalles qui sont en fonction des catégories d'aliments. Donc il y a quelques subtilités de calcul supplémentaires qu'on pourra voir dans les détails ultérieurement. Mais une fois que vous avez fait ce calcul, vous allez pouvoir avoir dans le tableau tout de suite votre score, votre Nutri-Score. Alors, qu'est-ce qui change précisément là en 2024? Donc, il va y avoir des règles spécifiques pour des catégories d'aliments. Donc, par exemple, la viande rouge, qui va être prise en compte aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Pour les boissons aussi, l'algorithme va être différent et on va prendre en compte les édulcorants. Pour les fromages également et les matières grasses, on va les prendre aussi en catégorie à part entière, différente de la catégorie générale. Par ailleurs, les intervalles de grammage pour certains nutriments aussi ont été changés. Donc pour le sel, par exemple, il va y avoir plus d'intervalles, donc ce qui va être beaucoup plus défavorable. En revanche, de l'autre côté, tous les produits, les fruits et légumes et les légumineuses vont être valorisés, et notamment les céréales complètes. Et enfin, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va prendre en compte les édulcorants seulement pour les boissons. Alors, Santé publique France vous met à disposition un tableur qui va calculer automatiquement le Nutri-Score de votre produit. Alors, attention, il y a deux calculateurs qui sont aujourd'hui en cours. C'est celui avec l'ancien algorithme et le nouvel algorithme. Donc, il faut bien faire attention de travailler avec le nouveau calculateur. Donc, ici, pour ce webinaire, on va se contenter d'utiliser ce calculateur-là, mais c'est aussi intéressant de vous pencher précisément sur les tableaux avec les échelles de points qui sont disponibles, parce que vous pouvez voir avec ces tableaux à partir de quel seuil votre produit va changer de catégorie, en fait. Ce que ne permet pas de mettre en valeur le tableur et le tableur Excel. Donc, ça vous permet de voir précisément quels nutriments seraient à travailler, quelles sont les marges pour chaque nutriment, pour savoir si votre produit est beaucoup trop loin de la prochaine catégorie de couleurs, par exemple.
Donc ici, voilà, on va se contenter du calculateur qui est rapide. Alors, comment il fonctionne? Il faut simplement faire attention à l'onglet, aux catégories, aux onglets, parce que pour chaque catégorie, le calculateur est différent. Donc, il y a des règles particulières pour la viande rouge, les fromages, les matières grasses et les fruits à coque et les boissons. Ensuite, on vous met en valeur voilà, les nutriments à modérer, les nutriments à valoriser. Vous suivez les quantités qui sont indiquées sur l'étiquette de déclaration nutritionnelle et vous entrez vos valeurs et on vous donne automatiquement votre Nutri-Score. Alors, je vous propose de prendre quelques exemples concrets de produits. Donc, on a ici une célèbre marque de céréales qui est ici classée A. En plus, elles sont bio. Donc, voilà, je me dis que je vais forcément, ça m'invite à aller acheter ce produit pour mes enfants. Donc, pour calculer, on va se baser sur la déclaration nutritionnelle et sur la liste d'ingrédients, puisque on prend aussi en compte la quantité de fruits, de légumes et de légumineuses. Alors là, pour ces céréales, je n'ai pas de fruits ou de légumes. Je prends mon calculateur. Donc, je vais dans l'onglet Cas général, j'entre mes données et on voit que ce produit passe au Nutri-Score C. Donc, ce produit est rétrogradé. Bon, finalement, ce n'est pas un score qui est dramatique, hein, mais ça reste un score moyen. Mais en tout cas, je le trouve beaucoup plus logique par rapport à l'image qu'on se fait de ce genre de produit qui reste quand même des céréales qui sont sucrées. Donc, il y a dans ce nouvel algorithme une adéquation plus cohérente en fonction des recommandations nutritionnelles qu'on a avec le programme nutritionnel santé. Un autre exemple de changement avec le nouvel algorithme, encore une fois, une pizza. Donc, on a une pizza qui est notée Nutri-Score A. Là, maintenant, avec le nouvel algorithme qui va passer au Nutri-Score C, voilà, je trouvais qu'il y avait une sorte d'incohérence entre afficher voilà, une pizza qui est un produit gras et sucré avec un Nutri-Score A, avoir un produit qui rentre dans un score moyen, c'est plus cohérent pour ce genre de produit. Alors, on pourrait se dire que l'entreprise Marie de la pizza pourrait être très alarmée des conséquences de ce changement. Mais voilà, encore une fois, ça dépend du comportement alimentaire du consommateur, hein. S'il a un comportement motivé par sa santé, il a un souci, par souci nutritionnel, il va plutôt se tourner vers d'autres produits. En revanche, si il est tourné vers un comportement d'achat beaucoup plus axé vers le plaisir, bien sûr qu'il va se satisfaire de cette pizza et il va très volontairement l'acheter. Alors, on a d'autres exemples. Euh, Par exemple, la marque Björg. En revanche, là, ce sera un exemple qui pourrait montrer que le Nutri-Score pourrait être un peu plus défavorable. Donc, ce sont surtout pour les marques qui ont un marketing axé autour de la santé. Pardon. Hop. Donc, on avait un produit de biscuit, le Petit Nature complet, qui était noté Nutri-Score B, qui est maintenant rétrogradé avec le nouvel algorithme. Voilà, là, son image devient davantage impactée auparavant, finalement. Alors, un autre exemple qui nous montre un gain de cohérence dans ce nouveau Nutri-Score, il s'agit de la catégorie des boissons. Donc là, on a deux thés à la pêche qui sont de la même marque. Celui de gauche, c'est le classique qui contient du sucre. Avec l'ancien algorithme, il est noté D. Et nous avons à droite le même thé à la pêche, mais en version édulcorée avec de l'acésulfame K et du sucralose, qui était noté B.
Donc, on montrait qu'il était plus intéressant de consommer des produits avec des édulcorants. Avec le nouvel algorithme, les deux produits sont alignés, puisque le thé à la pêche qui contenait des édulcorants va être rétrogradé, alors que le thé à la pêche qui contenait du sucre, là, va être positivement noté, va augmenter d'une case, parce que il contient peu de sucre finalement pour 100 millilitres. Donc là, il y a une sorte voilà, d'harmonisation euh, par rapport à ces boissons-là. Et surtout, on va sanctionner les édulcorants. Alors, pour les boissons, il convient d'ajouter que c'est impossible d'être en Nutri-Score A. La seule boisson qui va être classée A, ce sera l'eau. Et les seules boissons qui peuvent être classées en B, ce seront les eaux aromatisées sans édulcorant. Donc, en général, les boissons sucrées seront classées en C. Il faut avoir moins de 5 grammes de sucre pour 100 millilitres et très peu d'énergie dans sa formule pour pouvoir avoir la meilleure note. Donc voilà pour les boissons. Voici les édulcorants qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'algorithme. Tous les autres sont impactés. Donc l'aspartame, la stevia, l'acésulfame K, le sucralose vont être pris en compte dans le Nutri-Score. Ceux-ci qui sont affichés non. Et attention, voilà, les édulcorants ne sont pas pris en compte pour les produits autres que les boissons. Donc par exemple, on a cette comparaison de ketchup avec un produit qui a ici un édulcorant. Celui-ci, par exemple, n'aura pas de point négatif sur son score, même s'il contient un produit édulcorant. Alors ici, pour les ketchup, c'était assez intéressant de comparer les réponses des entreprises face à la reformulation nutritionnelle. Donc on a des ketchup de la même marque qui ont fait un effort de reformulation. Donc celui de gauche qui est le classique, mais qui contient plus de sucre et plus de sel. On a celui du milieu avec plus de tomates, mais de l'édulcorant qui va être noté C. Et le dernier, alors là pour le coup, qui n'a pas d'édulcorant, mais qui contient plus de tomates, moins de sel et moins de sucre, et qui va avoir la meilleure note classée A. Donc on voit que aussi c'est possible d'atteindre le meilleur score sans forcément ajouter des additifs. Encore un autre exemple, le gros changement, ça va rester sur les charcuteries, donc qui ont un calcul particulier par rapport à la viande rouge. Donc, malheureusement, beaucoup verront leurs notes descendues. Donc ici, on avait un jambon qui avait fait un effort de formulation avec moins 25% de sel, qui était noté B auparavant. Aujourd'hui, avec le nouvel algorithme, il passe à la note C, ce qui reste honorable comparé à d'autres jambons du même type qui seront davantage dans la tranche D ou E, voire E. Donc, on avait comparé quelques types de jambons. Le classique, noté D, donc le même ici que je viens de présenter avec moins 25% de sel qui était noté C. Et j'avais trouvé un autre jambon noté B. Donc en fait, c'est la variation de notes ici, elle se fait seulement autour du sel. Donc suivant le taux de sel, votre note va changer alors que tous les autres nutriments étaient au même niveau. Alors, pour résumer, voici les produits impactés par les changements. Nous avons un classement plus favorable pour les poissons gras, notamment. Les huiles végétales qui ont une faible teneur en acides gras saturés. Les fromages à pâte dure qui ont une faible teneur en sel vont être aussi classés plus favorablement. Alors là, ça concerne très peu de fromages finalement qui vont être mieux classés. Ça va être notamment le gruyère. Vous avez aussi les produits laitiers non sucrés, les céréales de petit déjeuner qui vont être mieux classés.
et le pain complet qui va être mieux classé par rapport au pain blanc qui va être de son côté moins bien noté. Le classement sera moins favorable par opposition donc pour les confiseries, pour les viandes rouges et les produits à base de viande rouge, les condiments riches en sel, les plats cuisinés, les produits laitiers sucrés et certaines céréales de petit déjeuner qui sont très sucrées ou qui sont peu riches en fibres. Voilà pour les produits, les produits. Pour les boissons qui ont une faible teneur en sucre, voilà, on l'a vu tout à l'heure avec le thé à la pêche, auront un classement plus favorable, alors que les boissons lactées sucrées, les produits à base de lait fermenté, ainsi que les édulcorants auront une dégradation de la note. Alors, je vous pose encore un petit quiz, si vous voulez bien. Juste avant ça, Maëva, on a une question. Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi tous les édulcorants ne sont pas pris en considération? Alors, c'est en fonction des études que l'on a à disposition pour le moment. Certainement que ces édulcorants-là ont été considérés comme moins néfastes pour la santé. Voilà. Je vous invite du coup à scanner avec votre téléphone ou bien à... Vous pouvez aussi, comme vous n'aviez pas votre téléphone, prendre en compte l'adresse URL qui est affichée. Hop, et je vais afficher le... Tiens. Alors, est-ce que ça fonctionne? Donc, je vous propose quelques petites questions. C'est pas long? Ah non, c'est pas long. Hop. C'est parce que... Voilà, c'est celui-ci. Excusez-moi. Alors, donc je vous propose quelques petites questions. Par exemple, il ne faut pas acheter des produits notés D ou E car ils sont mauvais pour la santé. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien oui, c'est faux, c'est ça. Puisque il n'y a pas de produit meilleur qu'un autre, hein. On ne se base pas sur des critères moraux, en fait, bien ou mauvais. Aucun produit n'est mauvais pour la santé. C'est en fonction des quantités et de l'usage qu'on fait. Euh, Ensuite, prochaine question. Dans quelle catégorie placer un yaourt à boire? Est-ce que vous allez le classer dans les produits laitiers ou dans les boissons et du coup appliquer le Nutri-Score pour les boissons? Donc, il y a un calcul qui est à part. Alors, la réponse, malheureusement, vous avez faux. On va le classer dans les boissons. Le yaourt à boire va prendre en compte le calcul des boissons et du coup va avoir un Nutri-Score plus défavorable parce que c'est un produit qui contient beaucoup de sucre en fait. Donc c'est là où il faut faire très attention au classement des produits. Comme le yaourt à boire, on peut se poser la question, est-ce que je le mets dans la catégorie générale ou est-ce que je vais prendre en compte l'algorithme des boissons? Donc là ici, la réponse c'était que le yaourt à boire, c'est à prendre en compte dans les boissons. Alors, dans quelle catégorie classer une sauce bolognaise au bœuf qui contient de la viande rouge? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la viande rouge va avoir un calcul différent. Donc, comme la sauce contient de la viande rouge, est-ce que je vais suivre la règle de calcul de la viande rouge ou bien est-ce que je vais suivre le calcul général? Alors, entre les différents participants, c'est assez indécis. Alors, en fait, on va suivre la règle du cas général et pas de la viande rouge. Alors, on considère que ce produit, on ne va pas le discriminer du point de vue de la viande rouge qu'il contient, parce qu'il contient moins de 20% de viande rouge, moins de 20% de bœuf. Si votre produit préparé contient de la viande rouge, mais qu'il en contient moins de 20%, vous ne prenez pas en compte la viande rouge. Vous la calculez pas. En revanche, si votre produit a plus de 20% donc de bœuf, de porc,
etc., vous devez prendre le calcul de la viande rouge. Donc voilà, ça pose aussi parfois certaines questions. Il faut bien regarder votre étiquette de déclaration d'ingrédients pour savoir si vous allez suivre ou pas, quel algorithme vous allez suivre en fait. Alors, je ne veux donner à mon enfant que des produits notés A ou B. Est-ce que je vais acheter ce produit? Donc des spaghettis à la bolognaise. Est-ce que je vais acheter ce produit? Selon vous. Alors, eh bien, écoutez, je vais vous arrêter tout de suite parce que, en fait, ce produit n'aura pas de Nutri-Score. Il y a certains produits sur lesquels on ne peut pas appliquer le logo. Donc, il s'agit par exemple des produits pour les enfants, produits pour les sportifs aussi ne peuvent pas mettre le logo Nutri-Score sur leurs produits. Et tous les substituts les substituts de repas, par exemple, ne peuvent pas avoir de Nutri-Score. Donc voilà, c'est important aussi de regarder quels aliments sont exclus du dispositif. Alors, des chips de légumes gagnent des points positifs sur leur Nutri-Score car c'est un produit à base de légumes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, même si donc ce sont des chips de légumes, donc on va prendre en compte la part de légumes dans le Nutri-Score, normalement, ça va donner des points positifs. Eh bien, pour ce genre de produit, on ne va pas prendre en compte les légumes. En fait, le Nutri-Score considère que on peut prendre les légumes et les fruits en points positifs que si les légumes et les fruits ont été très peu transformés. Donc, par exemple, si vous vendez des conserves de fruits, votre fruit a été seulement épluché et mis avec un liquide de couverture, là, on va prendre en compte la part de fruits dans le calcul du Nutri-Score. En revanche, par exemple, pour ces chips, elles ont été beaucoup transformées, elles ont été frites notamment. Donc, on considère que le légume, là-dedans, a peu de valeur nutritionnelle. Et donc, en fait, on ne va pas du tout le prendre en compte. Ça va être la même chose, par exemple, pour les purées de fruits qu'on va mettre dans des biscuits, par exemple. On considère que le fruit qui est présent dans la purée de fruits auquel on a ajouté beaucoup de sucre n'est plus un fruit à part entière et on ne va pas du tout le prendre pour le calcul positif du Nutri-Score. Alors, je vends un produit avec plusieurs parfums. Sur quel parfum calculer le Nutri-Score? Est-ce que je vais faire le calcul sur l'un des deux parfums? Donc ici, on a vanille et chocolat. Est-ce que je vais faire mon calcul sur l'un des deux et j'affiche qu'un seul? Est-ce que je fais la moyenne de chacune des composantes de la vanille et du chocolat? Ou est-ce que je peux mettre deux Nutri-Score sur mon produit? Oh, pardon. En fait, vous pouvez mettre deux Nutri-Score. Si vos Nutri-Score sont différents, il faut mettre deux logos en fait sur votre produit. Donc le cas des assortiments est particulier. Alors, pour des frites qui sont notées A, est-ce que vous avez une explication? Et qui, avec le nouvel algorithme aussi, sont notées A. Alors, du coup, en fait, c'est ça, c'est le Nutri-Score, on va le calculer sur le produit tel qu'il est vendu. Donc ici, on a des frites qui sont en fait simplement des pommes de terre épluchées, donc qui n'ont pas d'huile à l'intérieur. Et ensuite, c'est le consommateur qui va choisir de les passer à la friteuse ou pas. Donc le calcul, il se fait sur le produit tel qu'il est vendu.
d'où le Nutri-Score A pour des frites. Alors, le dispositif Nutri-Score invite les industriels à apposer sur leur packaging une mention qui indique que en fait, le Nutri-Score peut varier et être dégradé en fonction du mode de préparation. Donc, on invite à écrire cela sur l'emballage. Alors, un sirop, c'est plus de 80% de sucre. Donc, forcément, c'est noté D ou E. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, eh bien, ça dépend. Donc, comme je viens de vous le dire, votre Nutri-Score, il est basé sur votre produit tel que vendu. Ce produit tel que vendu, donc ce sirop à la fraise, il est noté E. Mais le calcul du Nutri-Score, il peut se faire aussi sur le produit tel qu'il est préparé. Donc, par exemple, hop, je vais juste me remettre à la bonne slide, excusez-moi. Donc ce produit, on peut le calculer sur le Nutri-Score tel que consommé, mais tel que préparé, en fait, on va ajouter du coup de l'eau dans mon sirop. Si je calcule le Nutri-Score sur ce produit tel que préparé, en fait, je vais passer à un Nutri-Score moins important. Et si j'augmente mon, la part de dilution du sirop, en fait, je peux aussi modifier encore le taux de sucre de mon produit final et finalement changer de score. C'est le cas, par exemple, de la purée mousseline. Donc, ce produit-là était noté B avant. Avec le nouvel algorithme, tel que aujourd'hui en 2024, donc ce produit passerait en note C, tel que vendu. Mais si on regarde la préparation du produit, on a un affichage d'un calcul nutritionnel sur 100 grammes de purée préparée. En fait, on aboutit à une note qui est meilleure. On a une note calculée sur le produit tel que préparé, on passe à B. Donc en fait, vous avez tout intérêt à faire plusieurs calculs sur votre produit, suivant aussi le mode de préparation qui va être parfois même bénéfique pour votre produit. Voilà pour le petit quiz. Alors, on a une question. C'était pour quelle raison? Je pense que c'était pendant qu'on parlait des produits pour bébés où il n'y avait pas de Nutri-Score dessus. Il me semble que c'était ça à ce moment-là. Oui, c'est ça. Eh bien, parce que en fait, ce sont des produits qui ont déjà une recherche scientifique dessus. Par exemple, pour les laits infantiles, ce sont des produits qui sont extrêmement surveillés. Il n'y a pas un produit meilleur que l'autre, en fait, d'un point de vue nutritionnel. Ça va être uniformisé pour tout le monde, en fait. Donc, on va pas mettre en concurrence les marques sur l'aspect nutritionnel de ces produits-là, puisque un aliment pour un bébé, il doit par défaut être bon pour sa santé, en fait. Et on avait aussi une autre remarque, du coup, pour le sirop, c'est l'inverse du Nutri-Score des frites. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que le calcul de base, il se fait sur votre produit tel qu'il est vendu. Donc pour les frites, ce sera le Nutri-Score A. Mais l'industriel peut ajouter une mention qui indique qu'il faut faire frire ses frites et que le Nutri-Score peut être dégradé. Mais votre Nutri-Score, par ailleurs, il peut être calculé sur le produit tel qu'il est préparé. Et le dispositif invite à le faire. C'est le cas, par exemple, de la purée ou du sirop, où vous pouvez vendre votre produit avec un Nutri-Score avec le produit tel que vendu, mais aussi un Nutri-Score avec le produit tel que préparé. Il suffit juste d'avoir sur votre déclaration nutritionnelle la méthode de préparation, en fait. Est-ce que c'est clair ou non?
Oui, Oui, bah, ok. pour moi, oui. Après, On va peut-être un petit peu dépasser si ça vous dérange pas. il y On avait a... juste encore une Ouais. dernière question. Comment différencier les Nutri-Score, je pense, entre l'ancien algorithme et le nouvel algorithme? Alors là, il faut se pencher sur... soit vous prenez le calculateur, le tableur à disposition et rentrer les valeurs nutritionnelles et voir ce que ça donne entre les deux tableurs. Et sinon, après, il faut se pencher sur les tableaux précisément qui sont à disposition sur Santé publique France où vraiment vous avez le détail et la comparaison entre les deux algorithmes. Mais je pense que c'était surtout sur le facing des emballages, peut-être, la question. En visuel, Ah oui, ah oui. Alors oui, j'allais venir après. En fait, pour savoir quand un produit va comporter son nouveau Nutri-Score, comment on fait pour savoir s'il s'agit du nouveau ou de l'ancien score. En fait, l'industriel peut mettre sur son logo un petit encart nouveau calcul. Donc Santé publique France met à disposition ces logos-là tout prêts à apposer sur le packaging pour signifier au consommateur que la note a changé. Alors non, c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport aux produits préparés ou non préparés. Produits préparés ou non préparés. Le Nutri-Score qui est calculé à partir du produit tel que vendu ou Nutri-Score qui est calculé à partir du produit tel que préparé. Alors, avec les mentions sur les il n'y a pas forcément de mention à mettre sur le packaging puisque le seul élément qui est pris en compte dans le calcul, en fait, c'est les valeurs nutritionnelles. Donc, sur une déclaration nutritionnelle, vous avez la déclaration pour 100 grammes et la déclaration en fonction de 100 grammes de produits préparés. Vous avez les deux. Donc, le Nutri-Score peut être calculé suivant l'un ou l'autre. Il n'y a pas il n'y a pas forcément à le préciser. Très bien. Alors, on va avancer sur les leviers pour améliorer vos produits. Que disposez-vous aujourd'hui pour vous améliorer et augmenter votre score? Alors, par exemple, pour augmenter votre note et atteindre le palier le plus élevé, vous pouvez changer votre recette. Alors, c'est assez radical. Euh, Ici, on a une comparaison entre deux crèmes glacées qui sont bio. Une qui obtient un Nutri-Score C et l'autre un Nutri-Score D. En fait, le changement de score, il se fait en raison d'une recette qui est totalement différente. Donc, ça peut être intéressant de comparer certaines recettes pour voir comment font d'autres concurrents pour s'améliorer. Ici, ça va être sur le sucre. Voilà, la glace Carrefour est moins bonne en raison du taux de sucre pour 100 grammes. Euh, Ensuite, vous pouvez modifier votre score en changeant un ingrédient. On voit ici qu'on a une comparaison de rillettes de saumon. On a un éventail de notation entre B et E, B, C, D, E, et qui varie simplement en raison du taux de sel. Donc ça permet de mettre en évidence on peut jouer sur le sel pour améliorer sa note. Par ailleurs, vous pouvez aussi modifier le profil des acides gras en mettant de la margarine plutôt que du beurre. Donc, ça peut être un changement en partie sur le produit ou une substitution complète, hein. On peut aussi substituer la part de farine par une farine de blé complète ou enrichir son produit en fibres ou encore enrichir en protéines avec certaines farines qui sont plus riches en protéines et qui vont augmenter votre score positif en fait. Par ailleurs, vous pouvez élargir votre gamme puisque malheureusement le chocolat va être moins bien noté euh, que des fruits qui sont contenus dans votre produit. Donc les produits aux fruits et aux légumes obtiennent plus de points qu'au chocolat par exemple. Et aussi l'ajout de légumineuses est valorisé. Donc ça peut être intéressant d'élargir sa gamme dans cet objectif-là, d'avoir plusieurs notes dans sa marque.
Il y a aussi des marques qui mettent en avant un produit Nutri-Score. Donc vous avez des exemples de produits qui, voilà, pour ces frites, qui mettent en avant qu'elles ont moins de matière grasse. On a même des bonbons avec des protéines qui obtiennent un Nutri-Score A, justement en raison de cet enrichissement en protéines. On a voilà, ces biscuits de petit déjeuner qui mettent en avant un marketing axé sur une diminution du taux de sucre. De la même chose pour les madeleines. Et on avait cette mozzarella aussi qui obtient un Nutri-Score A avec un enrichissement aussi en protéines. Euh, Enfin, on peut aussi euh, axer sa communication autour du plaisir et de la tradition, comme on l'avait déjà dit. Si on met en valeur le goût, le plaisir, la tradition pour contrer un comportement alimentaire qui va être axé sur la nutrition et la santé, euh, c'est aussi un levier pour pousser l'acte d'achat. Donc, par exemple, pour ce genre de biscuits, on n'a pas du tout le même type d'acte d'achat. On a ces biscuits qui sont notés, certes, E, mais si je suis poussée par une envie d'un achat plutôt axé sur la tradition, je vais plus m'engager sur ce genre de produit-là que sur un biscuit gerblé de cette gamme. Alors, on a aussi un outil que je vais laisser Justine présenter, si elle le veut bien. Merci. Alors, comme je vous le disais en début de webinaire, on travaille avec un réseau, notamment avec le réseau Actia, pour lequel nous avons créé un réseau autour de la nutrition, notamment du Nutri-Score, pour lequel, du coup, on a créé un outil d'optimisation qui s'appelle OptiNut, qui est accessible en téléchargement gratuit. C'est un outil qui finalement nous permet, en rentrant les données de nos produits et nos contraintes, il nous permet de proposer des nouvelles recettes pour optimiser notre profil nutritionnel d'un de nos produits. Du coup, c'est accessible gratuitement en ligne. Vous pouvez le télécharger. Donc, à la fin du webinaire, on vous enverra aussi le diaporama et vous pourrez cliquer directement sur les liens si vous souhaitez le télécharger. C'est vraiment un outil précieux qui permet de faire gagner beaucoup de temps en formulation. Quand on essaye d'optimiser un petit peu, c'est l'aspect nutritionnel. Alors, on peut aussi sélectionner, est-ce qu'on veut optimiser plutôt l'apport énergétique? Est-ce que c'est plutôt l'apport protéique? Et on peut sélectionner comme ça un petit peu les leviers sur lesquels on souhaite jouer pour pouvoir améliorer notre recette. Donc voilà, on vous enverra toutes les infos à la suite du webinaire si vous voulez tester. C'est gratuit et c'est libre d'accès. On va peut-être faire toutes les questions à la fin, si vous voulez bien, pour essayer de terminer dans les temps. Déjà que j'ai dépassé de 10 minutes. Je m'en excuse par avance. On va passer à la dernière partie, donc purement sur la réglementation et les démarches pour adhérer au dispositif. Donc, c'est une démarche, je le rappelle, qui est gratuite. C'est une simple procédure à faire sur le site Démarche simplifiée. Il faut juste estimer la date d'apparition du logo sur vos emballages et sur le site de e-commerce. Et une fois l'enregistrement effectué, vous recevez un accusé réception avec tous les documents utiles et notamment les logos à appliquer sur votre packaging. Et sa mise en œuvre, elle est vraiment immédiate. Il y a juste quelques éléments à respecter. Il faut s'engager à utiliser le logo pour tous les produits d'une même marque. Il faut également utiliser une charte graphique qui est spécifique avec certains critères, certaines largeurs de logo, etc. Donc, qui sont spécifiés dans la charte graphique. Et il faut respecter le règlement d'usage. Alors, dans ce règlement, en quelques mots, il s'agit du délai des démarches qu'on vient d'évoquer. Il y a aussi une autorisation de Santé publique France à appliquer un contrôle sur votre déclaration nutritionnelle. Il y a des sanctions si c'est mal appliqué. Et voilà, comment faire usage correctement de la marque.
Alors, ce qui est important, juste, c'est le calendrier, puisque à l'heure où on se parle, pour l'instant, il n'y a rien qui change puisque l'arrêté n'est pas encore sorti. Alors, on l'attend sous les prochains jours. Il va vraiment sortir d'un jour à l'autre. Donc, pour l'instant, on fonctionne toujours sous l'ancien algorithme. Mais dans les prochains jours, dès que l'arrêté sera sorti, vous pouvez dès à présent commencer à appliquer le nouveau Nutri-Score. Néanmoins, pour éviter un gaspillage d'emballage, donc le règlement du Nutri-Score prévoit deux scénarios. C'est ce qu'ils appellent la période de transition. Donc, soit vous pouvez appliquer le nouvel algorithme tout de suite, soit vous attendez de vendre tous les produits qui ont un emballage avec l'ancienne version. Et vous avez donc 2 ans pour vous mettre en conformité avec le nouvel algorithme. Et donc, à partir du 1er janvier 2027, tous vos emballages doivent afficher le nouvel algorithme. Cela ne concerne pas les produits nouvellement mis sur le marché. Si vous sortez un tout nouveau produit qui n'a jamais été vendu auparavant, là, par contre, vous avez l'obligation d'appliquer le nouvel algorithme. Donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir plusieurs calculs qui vont être mis en concurrence. Et le Nutri-Score prévoit d'afficher sur l'emballage un macaron avec écrit nouveau calcul pour informer le consommateur que votre logo a changé. Alors, du coup, on n'aura pas le temps de faire le petit quiz, j'en suis désolée. On va conclure. Là, actuellement, en conclusion, la prochaine version de Nutri-Score est déjà en chantier. Donc, alors que le nouvel algorithme vient à peine de paraître, on sait déjà un petit peu les teneurs du prochain projet. Notamment, il s'agirait d'ajouter un encart ultra transformé autour du Nutri-Score pour informer le consommateur que le produit a subi plusieurs transformations. Il y a également, on pourrait s'attendre à une plus grande action encore de la part des distributeurs qui pourraient faire des promotions en fonction de certains Nutri-Score. On le voit déjà dans certains pays, là ici comme en Belgique, où on avait une promotion moins 50% sur de nombreux produits Nutri-Score A et B. Donc voilà, c'est un poids promotionnel pour les distributeurs. Est-ce que également on va avoir des évolutions qui seraient à l'initiative des politiques? Pour l'instant, c'est difficile de le prévoir. Est-ce que il y aurait des mises en place de taxes à l'image de la taxe sur les sodas? Est-ce qu'il y aurait ensuite des taxes sur les produits qui seraient les moins bien notés? Donc, ce sont des interrogations qu'on peut se poser. Et pour terminer, il y a d'autres scores dont on entend parler actuellement qui sont en cours de réflexion et qui devraient sortir sous peu. Vous avez peut-être entendu parler de l'EcoScore. Björg aussi adopte son propre logo, le Planet Score. Et actuellement, on parle aussi du label Origine Info, donc qui est un indicateur pour rendre transparente l'origine des aliments. Donc là, Agria reviendra vers vous pour vous apporter toutes les informations sur ces sujets-là lorsqu'on en saura plus. Voilà, je laisse Justine terminer ce webinaire. Merci beaucoup, en tout cas Maëva, pour ta présentation qui était vraiment très claire et pertinente. J'espère que ça vous a plu. Donc, en conclusion, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Nous, on vous propose aussi de l'accompagnement pour analyser un petit peu vos produits, pour vous aider à activer les leviers pour avoir un meilleur classement sur le Nutri-Score, pour faire de la reformulation de produits, pour améliorer la naturalité de vos produits. On propose aussi de vous accompagner dans toutes les démarches administratives pour la mise en place du Nutri-Score pour ceux qui souhaitent s'engager dans la démarche. Voilà, sur également de la conception d'emballage, respecter la charte graphique du Nutri-Score, etc. On peut vous accompagner vraiment sur tout le volet. Et donc, on propose aussi une formation qui est beaucoup plus complète et qui est vraiment dédiée et très personnalisée à votre activité. Si vous êtes intéressé par le Nutri-Score et que vous souhaitez vraiment la poser sur vos produits,
on peut vous proposer une formation d'une journée sur le sujet où là, on prendra vos produits en cas concret pour voir ce qui est possible de faire sur vos gammes. Donc voilà, je vous remercie.